Donc, nous allons maintenant entamer cet après-midi par une session consacrée aux écosystèmes en crise, avec une première intervention concernant les socio-écosystèmes en crise, le milieu urbain, le littoral. Donc, chers collègues, Brice Trouillet, Jean Abusset de l'UMRLETG, et donc un atelier qui était animé aussi par Vanina Pasqualini du SPE, Anne Puissant du LIV. Vous avez 20 minutes. Non, en tout. 10. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on est chargé au nom du groupe d'animateurs de faire cette petite synthèse. Directement, alors peut-être, hop, je vais rester sur cette diapositive quelques instants de plus, vous expliquer en 2 mots comment on a fonctionné dans le cadre de cet atelier. Tout simplement, entre guillemets, on a décidé, sur une proposition d'ailleurs de Jean, qui a très bien fonctionné, donc on était vraiment content de cette proposition, de fonctionner sous la forme d'un World Café. Donc en fait, on a divisé notre effectif de à peu près 80 personnes, enfin on aura les chiffres clés à la fin, en 4 sous-groupes. Et chacun de ces sous-groupes a vu des animateurs défiler avec 4 questions différentes. Et donc on a structuré le temps qui nous était imparti de cette façon. Et c'est cet exercice de synthèse qu'on tâche de faire en quelques mots maintenant. Alors, les questions qui structuraient finalement les 4 temps étaient tout simplement organisées autour des attendus finalement de cette journée, de cette synthèse, à savoir l'état de l'art, les moyens, les verrous et les questions futures. Hein. Voilà, donc assez simplement comment nous nous sommes organisés. Donc, en synthèse, concernant l'état de l'art, ce qu'on peut dire, c'est que il ressort déjà le fait que l'accélération de la crise a été soulignée par de très nombreux participants. Et cette accélération serait telle qu'elle interrogerait finalement la capacité même de la recherche à produire les connaissances nécessaires aux différentes formes d'adaptation. Donc là, il y a comme une course contre la montre qui a été identifiée par les collègues chercheurs. Et le deuxième point, c'est qui est un peu son corollaire, la question de la temporalité est véritablement devenue quelque chose de central, voire de prégnant en fait, dans l'esprit des collègues chercheurs qui étaient présents et qui ont participé à cet atelier. Donc voilà sur le premier point ce qu'on peut peut-être retenir. S'agissant de la connaissance de la crise, les collègues ont fait remonter l'idée que face aux multiples crises survenues ou qui surviennent encore, il y a un certain nombre de questions portant sur ce qu'ils ont appelé et ce qu'elles ont appelé les risques existentiels, la question des représentations de la crise, la question de la culture de la crise, de la mémoire de la crise et inversement d'ailleurs de l'absence ou de la perte de mémoire. Donc tout ça mobilisé en fait en arrière-plan intellectuel, ça a été quelque chose d'assez aussi présent finalement dans l'ensemble des débats qu'on a pu avoir. Le deuxième point sur ce paquet connaissance de la crise, eh ben, ça renvoie en fait à l'interrogation relative à la crise pour qui, en quelque sorte. Et il a été souligné que cette interrogation renvoyait aussi aux questions notamment de justice socio-environnementale ou encore territoriale, tout aussi bien qu'à la question de la relativité des vécus, qui sont évidemment fonction des individus ou encore des contextes entre guillemets. Toujours sur l'état de l'art, les 2 dernières rubriques sur ce champ-là, et notamment sur effectivement la société de crise. Oh là, j'ai un petit décalage, non? Non, j'ai pas de décalage. La société de crise. Donc, ça, je viens d'en parler, excusez-moi. Donc, sur la perception de la crise. Alors, sur la perception de la crise, il a été noté par les participants, premièrement, le problème de la quasi-absence d'anticipation, ce qui fait que la crise est essentiellement analysée après coup, ex post, et rarement, effectivement, avant qu'elle ne survienne ou pendant qu'elle est en train d'advenir d'une certaine façon. Alors, tout ça contribue aussi finalement à une atmosphère qui a été jugée par la plupart des participants comme une atmosphère un peu anxiogène. Et cette atmosphère anxiogène, elle a eu aussi pour corollaire finalement une réaction de la plupart, on pourrait dire, des participants, à savoir le souhait qui a été souvent exprimé de se tourner vers une approche qui était connotée peut-être plus positivement que la notion de crise. Et donc à plusieurs reprises, on a
on a parlé de cette sortie de crise, du fait qu'il fallait sortir globalement de cette posture de la crise, etc., etc. À cet égard aussi, certains ont pu souligner la crise comme finalement opportunité, donc essayer de retourner cette question de la crise pour essayer de voir quel type de changement cela pouvait positif ça pouvait provoquer, et notamment à cet égard, la question du changement des comportements des élus face aux crises a été estimée comme quelque chose d'intéressant, et le fait qu'il y a un certain nombre d'élus qui prenaient conscience, qui étaient en train de prendre conscience, et que ça pouvait accompagner justement les démarches de chercheurs d'un certain nombre de crises qui étaient en train d'advenir. Je te passe la parole. Sur cette base de travail, en fait, l'atelier a été quand même assez ambitieux. C'est-à-dire que la question du système complexe est déjà en soi compliquée, mais en gros, sur 2 biomes différents, c'était pas évident. On a réussi à formuler 4 questions pour l'avenir, en tout cas, relevant premièrement de la complexité des milieux. De par la notion de crise, qui est quand même contrastée, que ce soit sur le littoral ou la ville, il y a un certain, il y a certains éléments qui se ressemblent, mais il y a quand même des spécificités à ces deux environnements qui ont été largement abordés dans l'atelier. Ce qu'on a quand même retenu comme point commun, c'est qu'il fallait retravailler un certain nombre d'éléments sur la notion de crise, rupture, transition, que conceptuellement, il y avait quand même des choses à approfondir sur ces aspects-là. Plus particulièrement encore sur ces notions de dynamique et ces notions de vitesse par rapport à ce qu'évoquait Brice à l'instant sur l'opportunité de ces vitesses qui permet d'expérimenter, qui permet de tester un certain nombre de choses avec une réactivité du système qui pourrait apparaître comme une opportunité pour mieux comprendre certains processus. Ensuite, un des points forts et un peu spécifique peut-être de cet atelier par rapport à ce qui a déjà été présenté, c'est l'intégration dans la décision et dans l'appréhension de la complexité du système de cette notion d'imprécision et d'incertitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'approche que l'on a de ces environnements, finalement, il est assez peu fait état de ces 2 composantes dans le cadre de la prise de décision, dans le cadre de l'accompagnement des acteurs et des décideurs, et de cette intégration dans la dimension juridique ou opérationnelle des choses. Ensuite, l'aspect qu'on a cherché à synthétiser, c'était vraiment l'aspect approche intégrée, passé, présent et futur, c'est-à-dire pour mieux comprendre ce que l'on est capable de faire dans l'avenir, mieux définir ce que l'on est capable d'étudier dans le passé et comment le système a répondu à ces trajectoires et aux perturbations anciennes. Ensuite, je ne vais même pas m'attarder sur ce point, on a rappelé l'importance de l'interdisciplinarité et de l'interstructuralité des approches, c'est-à-dire public, privé et recherche, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et un point qui nous a quand même animé sur tous les ateliers du World Café, c'était la notion d'interface de continuum et la nécessité de développer des projets qui intègrent cette notion de continuum comme un objet en soi. C'est-à-dire ne pas opposer ruraliste et urbaniste, ou ceux qui travaillent sur le domaine côtier et ceux qui vont travailler sur la mer. Donc des aspects quand même qui sont relativement structurants. Ensuite, ça a été abordé déjà aussi largement par d'autres ateliers ce matin, la nécessité de réviser nos réseaux d'observation, de les renforcer, de les faire évoluer de manière à appréhender l'ensemble de la complexité des systèmes et de les rendre plus agiles, même si j'aime pas ce terme qui est très à la mode, pour qu'ils nous permettent de répondre aux événements extrêmes. C'est-à-dire que là, on a eu des vagues de chaleur, on a eu un certain nombre d'événements qui ont perturbé notre fonctionnement. Et donc la question est, qu'est-ce qu'on met en place, nous, pour être plus agiles vis-à-vis de ça ? Et ces éléments questionnent la place du chercheur qui a déjà été évoqué sur effectivement cette neutralité, cette éthique vis-à-vis d'une participation active à la société. Alors les verrous, on en a identifié 3, en tout cas 3 familles, disciplinaires, techniques et structurelles. Disciplinaire, c'est essentiellement la fragilité de la communauté qui travaille sur le continuum, je viens de l'évoquer, et ces aspects d'articulation de modèles et d'hybridation de modèles. Alors ce matin, on parlait de forçage, de couplage. Nous, on a préféré hybridation. Et ça pose un certain nombre de problèmes techniques qui interrogent la disponibilité des données, les flux de données et cette extraordinaire révolution qu'on est en train de vivre sur la mise à disposition des données. Il me reste que 2 minutes, donc je fais vite. Plus qu'une. Donc les moyens. Donc les moyens, je vais aller très rapidement puisqu'il nous reste effectivement peu de temps. Les moyens pour l'essentiel, donc en termes de suivi de crise, c'est donc de développer et de renforcer les réseaux de mesure, des réseaux qui soient adaptés au suivi de crise sur des temps longs, mais également sur des temps courts. Le deuxième point, c'est le rôle majeur des observatoires type OHM, Zone Atelier ou encore SNO.
et le fait même de les renforcer et surtout de les décloisonner. Ensuite, sur le deuxième point, donc des données au modèle, il a été souligné le fait de chercher à développer l'accès à la gestion des différentes données, tout comme le fait de soutenir et de développer des outils de modélisation et de prospective à l'interface entre les disciplines. Et le troisième point, bon, bah, je pense que ça parle encore plus de lui-même, et puis on l'a déjà évoqué à différentes reprises, les liens avec les acteurs et les territoires, ou comment avancer dans le champ de la science-action, autour de la nécessité d'une co-construction avec les différents acteurs, et aussi la question de la médiation, qui a été pas mal présente finalement dans la plupart des échanges. Et je te repasse la parole pour les dernières secondes. Donc 4 messages clés. La problématique qui nous était posée était fondamentalement interdisciplinaire et interinstitutionnelle. Il repose la question de la limite des réseaux de mesures traditionnelles et la façon dont on produit l'information et dont on la partage. Elle souligne également l'importance du rapprochement de la modélisation et de l'observation, et ce de manière, de l'observation vers la modélisation et de la modélisation vers l'observation. Et ensuite, elle interroge le lien, la manière dont le chercheur, la science, va interagir avec la société, et qui interroge aujourd'hui explicitement la place du chercheur dans ce schéma-là. Et quelques chiffres clés, mais on pourra y revenir pendant la phase de questions. Alors juste un tout dernier mot pour dire qu'on n'a pas tout développé ici oralement dans la synthèse, et évidemment, comme pour les autres ateliers, on aura ça dans la version écrite. Voilà, merci. Bon, Laurent Memery, il faut que je fasse gaffe parce que maintenant je sais que je suis filmé. Je voudrais revenir sur un truc que Jean a dit, et je pense je suis pas sûr qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui, mais qui est absolument fondamental dans nos sciences, c'est le problème des incertitudes. Et c'est d'autant plus fondamental qu'un résultat sans incertitude n'a absolument aucune valeur, et c'est d'autant plus important que c'est quelque chose qui fait faire comprendre aux politiques. Et ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. Et voilà, je pense que c'est un petit peu un coin qui est caché dans la discussion qu'on a aujourd'hui. Et en liaison avec ça, quand tu parles de relations, quand on parlait de relations données-modèles, je pense que, alors c'est pas adapté à tous les types de données, mais je pense que même si c'est à la mode, c'est pas parce que c'est à la mode que c'est nul. Et je pense qu'il y a quand même des apports en intelligence artificielle qui pourraient à la fois sur les incertitudes et sur les relations modèles-données apporter quand même des techniques qui sont innovantes et pertinentes par rapport à ce qu'on veut faire. Peut-être juste, alors ce n'est pas une réponse, mais plutôt un commentaire, et puis tu pourras compléter, Jean, si tu le désires. Ce qui est intéressant aussi sur la question de l'incertitude, c'est celle de son interface avec la décision ou la gestion plus généralement, puisqu'effectivement, on peut dire que l'incertitude, c'est quelque chose de relativement intrinsèque finalement au fonctionnement même des sciences. Et par contre, à l'inverse, le fonctionnement du politique implique de réduire au maximum, voire de fonctionner sans incertitude. Et c'est justement dans cette friction entre les deux que naissent la plupart des problèmes. Juste pour compléter certains points de contexte par rapport à ça, c'était en fait certaines personnes qui étaient juristes qui sont intervenues là-dessus en disant comment je prends une décision sachant que j'ai un degré d'incertitude et comment je produis un nouveau droit capable d'intégrer cette incertitude vis-à-vis de l'action publique. Parce qu'aujourd'hui, nos métropoles sont des laboratoires, ils expérimentent, ils testent, ils font plein de choses avec tantôt du bien, tantôt du moins bien, mais en gros, ils font face à la crise. Et en gros, comment nous, on les accompagne vis-à-vis de cette modélisation et cette incertitude, et comment le droit et la science politique va les accompagner vers cette prise de décision et l'ancrage territorial de ces éléments. Une question ? Oui, c'est au niveau du chat, c'est bon ? Alors, au niveau du chat, il y a 2 questions autour du milieu urbain et littoral que je vais donner en même temps. Donc, la première question de Jean-Yves Desdois, quelle relation entre le milieu urbain et le littoral ? Et la deuxième, c'est plutôt un commentaire-question de Cédric Gaugerel. Peut-on ajouter que ces considérations sur les crises, l'intégration et la modélisation valent bien au-delà des socio-écosystèmes urbains et littoraux ? Alors, je commence, Jean. Sur le premier point, les relations entre la ville et le littoral, elles sont multiples, ne serait-ce que par le simple fait qu'il y a des villes sur le littoral. Voilà, donc ça c'est déjà un fait qui est assez important. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles finalement
Ces deux biomes ont été aussi traités conjointement dans le cadre de cet atelier sur la crise. Et puis pour faire une deuxième réponse assez rapide, oui, effectivement, la crise ne concerne pas, n'affecte pas que ces deux biomes-là. C'est quelque chose qui peut être d'ailleurs étudié, perçu, travaillé à différents niveaux d'échelle, là où même la notion finalement de ville ou la notion de littoral perd un peu de sens. Donc oui, pour faire une réponse courte. Vous m'entendez? Oui. Alors, une autre question de Pierre Stéphane. Il parle de vous avez parlé de cloisonnement des ZA, mais plus généralement peut-être des cloisonnements ou des décloisonnements au niveau des systèmes d'observation. Donc, il pose la question, quel cloisonnement des ZA qu'entendez-vous par cloisonnement? Ou plus largement des systèmes d'observation en général? Cloisonnement, c'est par, en fait, je pense que c'est par historique et des institutions, au sens où, comment dire, aujourd'hui, on a un réseau d'observatoires qui soient zone atelier ou HM, mais qui sont ancrés territorialement et qu'on a du mal à faire monter au niveau national sur des approches couplées. Et donc, en gros, aujourd'hui, moi, je participe à une zone atelier et à un SNO, et aujourd'hui, je vois la manière dont les deux fonctionnent, et je pense qu'il y a à tirer des deux parties sur leur fonctionnement historique. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut dépasser notre confort qu'on a hérité par l'émergence de ces structures et qu'on aille vers une agrégation de ces structures parce qu'en gros, la crise l'impose. C'est-à-dire que sur le SNO auquel je participe a des composantes physico-chimiques très intéressantes avec une communauté bien établie. La zone atelier sur l'approche intégrée des paysages, acteurs, etc. est bien ancrée territorialement. Et je pense qu'il faut aller vers des démonstrateurs territoriaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça avait été évoqué dans l'atelier, je pense que le chercheur est observateur, mais aujourd'hui, la vitesse à laquelle se produisent les changements, particulièrement en ville, qui est ma spécialité, nécessite qu'on soit acteur des modifications territoriales et de l'expérimentation, qu'on soit plus à même d'accompagner ces mutations territoriales pour savoir si c'est effectivement le bon virage qu'il fallait prendre. Encore une autre. Est-ce que dans la salle, je frustre personne? Non? Pas de questions? Alors, ça sera la dernière. Ok, donc je continue. Olivier Raguenaud, on n'est plus en crise, je pense, ou alors la crise est permanente. On est dans une dérive structurelle du système et par rapport à l'incertitude. Qu'est-ce qu'il a mis là? Calon et ses collaborateurs ont écrit il y a 20 ans sur agir dans un monde incertain et Jean a donné des billes. Autre question possiblement, pourquoi on n'agit pas alors qu'on sait? C'est philosophique. Ça sera le thème du prochain atelier. Prochain atelier. Alors, on peut proposer un GDR aussi sur cette question-là. Non, c'est une question qui est intéressante et que Olivier avait eu l'occasion d'aborder lors de l'école thématique RZA Oscar qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, où Olivier avait présenté un certain nombre de choses. Mais je pense que on est aujourd'hui dans une démarche où le chercheur doit se saisir d'un certain nombre de choses. Et si je peux juste citer Laurent et Agathe, en gros, moi j'ai noté 2-3 trucs où en gros Laurent disait en gros, c'est peut-être Agathe qui disait en gros il faut faire, ou le chercheur, alors c'était comment? Passer de il faut faire à il faudrait faire. Et en gros le chercheur accompagne le discours et ne fait pas le transfert territorial. Et moi je pense qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rester dans le conditionnel. Et pareil, c'était Laurent qui disait en gros il faut sortir des laboratoires. Et là je pense qu'effectivement, en tout cas en ville, si on ne sort pas du laboratoire, on ne peut pas expérimenter et je pense qu'on rate quelque chose par rapport aux acteurs, aux associatifs. Et par rapport à ça, je voudrais juste revenir sur un outil, je pense, qui est assez parlant et émergent, c'est toutes les problématiques qui gravitent autour des Living Labs, dont certains ont peut-être entendu parler, qui commencent à rassembler, qui commencent à fédérer et qui interrogent finalement la position de notre communauté chercheurs et sachants, avec plein de guillemets, par rapport au reste de la société. En ville, c'est peut-être différent des autres biomes, mais clairement, c'est des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Très bien, bah, écoutez, on vous remercie vivement. C'était très intéressant. Voilà, et on va donc passer à la deuxième présentation concernant donc la rétroaction du fonctionnement des écosystèmes à l'échelle régionale vers le fonctionnement global. Donc 3 personnes qui animaient donc cet atelier à La Rochelle, hein, Thomas Servet, d'Evo Eco Paléo, Joël Guillot du CEREG et Samuel Abivin du LG. Vous êtes tous les 3 présents. Parfait. Mais vous n'avez pas plus de temps, messieurs. On va vous présenter cet atelier sur la rétroaction qui a suscité énormément de curiosité à La Rochelle, plus de 130 ou 140 participants et aussi beaucoup de perplexité, c'est dur à dire,
parce qu'on a eu très très peu de contributions. Et donc ça veut peut-être dire que le sujet était compliqué. Et donc on est chercheur, donc on aime bien la complexité. Alors du coup, on a décidé de le présenter, donc de former nous-mêmes des ateliers basés sur un peu la littérature et ce qu'on avait en tête. C'est-à-dire que le format de l'atelier qu'on a donné, c'était 4 ateliers avec des thèmes différents, 2 en parallèle, avec des in-night talks, c'est-à-dire des personnes qu'on a été chercher dans les laboratoires pour parler de thèmes particuliers. Les thèmes étant les mécanismes du fonctionnement de l'écosystème, l'aspect données, l'aspect modélisation numérique et la prise en compte des interactions entre les différentes échelles. D'un point de vue, on va dire, des verrous scientifiques, l'idée de notre atelier, c'était de comprendre la structure et le fonctionnement des écosystèmes en prenant en compte les différentes échelles et les rétroactions qui existent entre elles. Alors c'est illustré par le petit schéma à droite où, en gros, on va dire dans un principe un peu général, on a, en fonction des échelles de temps et des échelles d'espace, des compréhensions de processus qui vont être différents, des processus fins, des mécanismes à une échelle à des échelles petites où on va bien savoir de quoi on parle, des interactions à des échelles plus larges où déjà ça devient un peu plus compliqué de comprendre exactement ce qu'on fait, mais on intègre un peu plus de complexité, et les feedbacks, donc ces rétroactions à des échelles plus larges, mais pour le coup bien plus dures à identifier de façon très spécifique. Et ce dont on parle, ce dont on a parlé dans cet atelier, en termes de thèmes, vous voyez, c'est très large, c'est du gène à l'écosystème, et où se situent les processus de rétroaction, du passé au futur, du local au global, observation, mesure et ou modélisation, des questions de dynamique non linéaire, avec des questions d'adaptation et de résilience des populations, et des questions aussi de forçage et de trajectoire d'évolution. Vous voyez, on a balayé plein de choses, et c'est peut-être pour ça qu'il y avait beaucoup de curiosité, mais aussi de l'incertitude sur le thème. Alors je vais présenter rapidement ce qu'on a discuté sur les aspects mécanismes. Alors ce qu'on avait appelé mécanisme, c'est vraiment les approches systématiques intégrées, permettant d'accéder aux interfaces, aux interactions, au couplage entre les compartiments, donc entre les différentes sphères, et leurs interfaces, avec des idées d'aller sur des endroits un peu spécifiques, où on a beaucoup de biodiversité, par exemple, donc les sols, les écotones, etc., et en prenant en compte aussi des aspects sociétaux. Alors les mots-clés qu'on avait donnés à cet atelier, c'était effet de seuil, rupture, transition, adaptation et résilience. Vous voyez, donc plusieurs, on va dire, concepts un petit peu plus théoriques sur lesquels on a discuté. Et ce qu'on retient de tout ça, c'est que donc dans les discussions, ce qui est ressorti, c'était qu'on relevait un paradoxe entre, on va dire, la recherche de modèles génériques pouvant être appliqués à plein de situations, mais finalement énormément d'écosystèmes, d'hétérogénéité dans les écosystèmes et de cas spécifiques, et donc les modèles en fait collaient pas forcément à ces cas spécifiques. Ça, c'était un des premiers points. L'importance des dynamiques non linéaires, avec des changements de mécanismes qui nécessitent souvent de changer de modèle, alors qu'a priori l'idée c'était d'avoir des modèles un peu génériques. La prise en compte des résiliences dans les écosystèmes, avec l'importance de ces critical turning points qui sont assez durs à identifier, en tout cas à analyser, à avoir les données qui peuvent correspondre, et une dichotomie entre des paramètres quantifiables qui peuvent aller dans des modèles et des données non quantifiables ou plus difficilement paramétrisables pour les modèles, et notamment ça a des liens avec des aspects de société. Alors juste un exemple qu'on a repris d'une présentation qui a été donnée à La Rochelle par Sébastien Barrault. Quand on imagine l'aspect de rétroaction au niveau d'un système sol-plante, eh ben on va pouvoir l'avoir à des échelles très fines, au niveau par exemple juste des ressources dont la plante va avoir besoin à partir du sol pour pousser. Ceci va amener une modification du sol, donc là on va avoir des feedbacks très locaux, mais à une échelle de temps beaucoup plus large, l'évolution darwinienne va jouer un rôle au niveau de l'écosystème et de cette plante en particulier, qui va modifier ces aspects de ressources à des échelles plus fines, et ces grandes dynamiques peuvent aussi avoir un effet sur les grands flux à des échelles beaucoup plus larges. Donc vous voyez, ces mécanismes en fait s'imbriquent à différentes échelles d'espace et de temps, et finalement il y a des rétractions un peu à tous les étages. Voilà, je vais être très rapide. Donc dans la salle à côté, on parlait des données. Donc on a eu 2 intervenants, Pascal Note de Roscoff, et on a eu Grégory, son nom est Gérald Grégory de Marseille. Et nous ont
on a parlé de données. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de données. Vous pouvez lire ici une petite synthèse, je n'ai pas le temps de parler de tout ça. Le take-home message, au moins pour moi, c'était on est noyé par les données maintenant. Il y a de plus en plus de capteurs qui nous envoient de plus en plus de signaux et on ne sait plus les lire, on ne sait plus les interpréter. Donc il faut de la modélisation, il faut des algorithmes qui nous expliquent quoi. Et donc il y a un message à la communauté, à la direction, de faire attention que ça va de plus en plus vite, les données scientifiques qu'on a. Ça, c'était un peu le constat de la discussion de cette salle, que bientôt on ne saura plus gérer et ne plus voir les rétroactions. Ça se passe aussi au niveau des échelles. On travaille sur des échelles différentes. Ça peut aller de l'atome à un microcosme jusqu'au système planétaire. Donc aussi bien du point de vue spatial que temporel, il y a énormément d'échelles. Et on ne les accorde pas nécessairement. Donc, il y a parfois des erreurs parce qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Donc, ça, c'était le deuxième atelier où on a eu 2 interventions de Bert von Boxlar et de Pierre Faure de Nancy. Moi, je vais vous parler du 4e atelier qui est la modélisation numérique. Alors, on s'est posé des questions un petit peu de base, fondamentales. Jusqu'à quel niveau les modèles font-ils avancer notre connaissance? On sait que les modèles sont tous faux, mais ce qui est important, c'est ce qu'ils nous apportent pour mieux comprendre les systèmes qu'on étudie. Et aussi qu'il ne faut pas séparer l'approche donnée de l'approche modélisation. Il faut faire une co-construction. Et ce qui n'est pas toujours le cas. On a souvent encore des communautés qui sont trop séparées. Alors, il y a aussi les modèles qui sont en cascade. Quand on veut travailler sur des systèmes complexes, eh bien, on a une série de modèles qui s'emboîtent les uns aux autres avec la problématique de différence d'échelle et aussi la difficulté de mélanger les disciplines. Alors, on s'est aussi posé la question de savoir si c'était pertinent de développer des modèles génériques. Et finalement, il y a un grand intérêt à avoir plusieurs modèles qui sont diversifiés parce que ça permet d'appréhender la stabilité du système, la complexité et ce dont on parlait tout à l'heure, l'incertitude. Donc les variations entre les simulations des différents modèles, ça nous donne une idée de l'incertitude. Et un bon exemple, c'est les modèles du GIEC avec le programme CEMIP qui intercompare les modèles sur différentes données et ça permet en fait de voir quelles sont vraiment l'incertitude des paramètres qui sont simulés. Alors, il y a aussi la problématique de la validation des modèles. Alors, pour ça, il faudrait d'autres jeux de données indépendants. Alors, si on travaille au niveau du système Terre, eh bien, on n'a qu'un seul réplica, puisqu'on n'a qu'une Terre. Donc, c'est important de trouver d'autres situations pour faire la validation. Et la Paléo nous donne ça. Ce que fait la communauté paléoclimatique, c'est de recueillir des données du passé et de valider les modèles sur ces simulations sur des périodes extrêmes comme le dernier maximum glaciaire ou l'optimum de l'Holocène. On a parlé également de l'apport de l'intelligence artificielle pour calibrer les modèles, pour les valider également, qui permet en fait d'utiliser des grosses bases de données. Grâce à cette intelligence artificielle, on peut s'en sortir, sinon ce serait nettement plus compliqué. Et finalement, il ne faut pas, ça on l'a déjà dit avant, il ne faut pas séparer modélisation et expérimentation. L'expérimentation sont souvent basées sur un modèle conceptuel qui est derrière quand la personne des données fait son expérience, eh bien, il y a un modèle derrière, ce sont les hypothèses de travail, et ça nous donne une certaine possibilité de voir un petit peu quels sont les mécanismes complexes. Donc, paradoxalement, les données nous donnent plus accès à la complexité que des modèles qui sont souvent trop simples. Alors, ce diagramme résume un petit peu tous les messages. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que finalement, on a séparé mécanisme et modélisation, mais dans les discussions, on a surtout parlé dans les mécanismes de modélisation. En fait, c'est très difficile de les séparer. Et à l'opposé, il y a les données et les échelles, les changements d'échelle, c'est quelque chose qui intéresse aussi bien les gens des données que les gens de la modélisation. Et donc, c'est un petit peu ces questions qu'on se pose au niveau des emboîtements d'échelle qui nous permettent de faire le lien entre les données et les modèles. Alors, au niveau des moyens,
bien évidemment, c'est un peu la même chose que pour tous les autres, hein. On a besoin ici d'observatoires qui fonctionnent sur la durée. Parce que si on veut travailler sur des interactions, il faut des mesures qui soient faites sur de longues périodes de temps. Et donc, des observatoires qui fonctionnent sur des projets de recherche sur 3-4 ans, eh bien, ça ne couvre pas les besoins. Il faut aussi des infrastructures pour les grosses bases de données, des moyens humains, évidemment, et on a aussi émis l'idée qu'il faudrait peut-être creuser c'est la réflexion sur la complexité, les bifurcations, la résilience. Et puisqu'il y a un PEPR qui est en train de se monter sur les sciences de la durabilité, c'est un bon exemple de réflexion qui pourrait se faire là-dedans. Et bon, les messages clés, je ne vais pas les... C'est un peu un résumé de ce que je vous ai dit avant. Et comme je crois que le temps... Oui, alors voilà, ben, c'est terminé. Voilà, ben, je vous laisse ça. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a. Très bien, allez-y. Il y en a une au moins. Oui, une question dans le chat de Pascal Fabre. Quels sont pour vous les gens utiles pour la modélisation? Quels sont les personnes utiles pour la modélisation? C'est-à-dire C'est la question. Les compétences pour la modélisation? Oui, les personnes, les compétences, les expertises. Alors évidemment, on pense tout de suite à des personnes compétentes en informatique, en mathématiques, mais c'est à mon avis pas suffisant. Et la modélisation doit être complètement prise en main par les gens qui travaillent sur les processus. Donc il faut une compétence suffisamment large et certainement pas séparer les matheux du reste de la communauté. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Je vais rajouter un mot. Souvent, quand ça marche bien, c'est que les modélisateurs sont venus très tôt dans le projet, c'est-à-dire au moment où on réfléchit à collecter les données, et pas après, pour le coup. Comme ça, on peut discuter avant de quel genre de données peuvent être utiles pour les modèles. Ça se fait pas très facilement, et je trouve que ça serait quelque chose à pousser. Ben là, il y a des échanges qui se font même au sein. Là, par exemple, on parle des physiciens. Est-ce que les physiciens sont utiles? Les économistes, les mathématiciens, les écologues, etc. Donc voilà, c'est des questions qui fusent dans le chat. De toute façon, si on travaille en écologie, il faut des écologues. Si on travaille en économie, il faut des économistes. De toute façon, il ne faut absolument pas déléguer son modèle à d'autres communautés que la sienne. On peut se faire aider, évidemment, par des matheux pour mieux mettre en place des méthodologies particulières, mais il faut vraiment que ce soit un travail d'équipe. Dans la salle? Juste pour ajouter là-dessus, il y a quand même des champs thématiques qui émergent. Hein. Je pense à l'intelligence artificielle qui peut servir là aussi. C'est peut-être bien de mettre ces gens-là dans la boucle dès le début aussi. Parce que finalement, avoir un jeu de données qui ne peut pas leur être utile, ça ne sert à rien de les mettre après coup. Vous travaillez déjà, effectivement, oui, avec ces communautés en intelligence artificielle. Ouais. Ils essaient de nous dire qu'on n'a pas bien fait, et donc du coup, il faut refaire. Il faut refaire. Ouais. Okay. Paul Verdu, éco-anthropologie. Par rapport aux bases de données, bon, c'est quelque chose qui revient beaucoup. J'avais une double question. La disponibilité des bases de données en dehors des bases de données sur lesquelles on a la main en France, mais je veux dire la disponibilité des bases de données ailleurs ou des bases de données partagées mondiales. Et la question, vous dites interdisciplinarité, l'humain, quid des bases de données en SHS? Est-ce que ça représente des enjeux particuliers également pour traiter des données la plupart du temps qualitatives avec des critères de collecte de données qui peuvent être extrêmement variables et beaucoup moins uniformes que ce qu'on espère pouvoir trouver dans d'autres disciplines des sciences de la vie? Oui, voilà, ici on l'avait marqué, il y a donc le CNRS fait des efforts pour stocker des bases de données, mais comme je disais, c'est mon impression, ça va très très vite. Il y a tellement de bases de données qu'on n'arrive pas à suivre. Il manque peut-être le personnel technique et ingénieur de recherche
poursuivre parce qu'on arrive, chercheur, on n'arrive plus à suivre. On ne sait pas quelle base de données utiliser. Et puis, voilà, vous mentionnez SHS. Voilà encore d'autres qui sont peut-être loin de nous. Donc, il faudrait faire un inventaire de toutes les bases de données. Oui, je pourrais peut-être ajouter quelque chose. INE a l'infrastructure qui s'appelle IBIS pour l'ensemble des données, qui inclut des données SHS. Je pense qu'elles ont vraiment des besoins spécifiques, les données SHS, qui sont des données souvent qualitatives, hétérogènes, et donc qui ont besoin d'approches particulières. Et la difficulté, elle est souvent quand on met ensemble des données quantitatives avec des données SHS, ça pose des problèmes particuliers qui ne sont pas du tout simples à résoudre. Vous avez quelque chose sur Internet, une question? Oui, il y avait peut-être une remarque sur le chat que les économistes sont utiles aux écologues et réciproquement puisque les sphères de ces disciplines s'interpénètrent. Et puis après, il y avait une question plus ciblée de Pascal Fabre sur quel type de modèle auquel vous pensez particulièrement? Ça, c'est une question piège parce que tout type de modèle en fait. Oui, oui, mais c'est tout type de modèle en fait, des modèles dynamiques, mécanistes ou modèles empiriques. Il y a une énorme quantité de modèles très différents. Je pense que c'est un peu difficile de répondre à ce genre de questions, mais il n'y a pas un type de modèle à privilégier par rapport à un autre. Les modèles, on leur demande d'être utiles, donc c'est ça le critère principal. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Il y a une autre... Tu veux, Laurent? Le contraire, on va... Ouais, je voudrais revenir sur le problème des données. C'est vrai que moi je suis un peu d'accord avec Thomas, il y a de plus en plus de bases de données hétérogènes qui existent et dont c'est difficile de les suivre, d'un côté. Et d'un autre côté, on va le voir je crois par la suite, il y a des développements techno et méthodaux qui fait qu'on doit miniaturiser, automatiser, avoir de plus en plus de données. Donc là, il y a vraiment une contradiction très forte. Et c'est vrai qu'il faudrait quand même avoir une réflexion par rapport à ça. Ça me fait penser à l'époque où il commençait à y avoir les premières données satellitales et il y en avait trop, on ne savait pas quoi en faire. Et je pense que, alors, l'intelligence artificielle éventuellement est un outil potentiel, mais je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur l'intelligence artificielle. Et il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à ça, parce que vraiment, c'est quand même un peu du gâchis, si on va jusqu'au bout. De mettre beaucoup d'investissements dans de nouvelles observations et de plus en plus fines, de plus en plus haute résolution, en temporel et ou en spatial, et d'un autre côté, avoir des limites dans leur utilisation par leur hétérogénéité, par des choses comme ça. Donc il y a vraiment, et dans les sciences de l'environnement, c'est vraiment absolument évident. Enfin, et donc il y a certainement une réflexion au niveau de l'INE à avoir par rapport à ça, il me semble. Merci, très bien. Je vous remercie. Bien, donc la dernière présentation concernant donc ces écosystèmes en crise concerne donc les pôles. Donc les deux animatrices sont là, donc Catherine Larose d'Ampère et Émilie Gauthier de Chrono Environnement. Bonjour, bon après-midi. Vous m'entendez? Oui. Okay. On n'était pas tout seul dans le montage et l'animation de cet atelier. Il y avait Laurent Memery et Jérôme Faure qui sont tous les deux ici présents, qui ont participé aussi. Et donc, avant de commencer, je voulais juste dire que notre thématique, c'était les pôles. Et c'est un peu différent des autres thématiques et ateliers dans le sens où on traite de lieux géographiques et non vraiment d'une grande question scientifique. Et ces lieux géographiques qui se ressemblent, on a une tendance à les grouper ensemble, ils sont aussi très différents. Donc, oui, c'est froid, il y a de la glace, mais ce sont des endroits qui ont des complexités, notamment si on pense à la gestion et à la géopolitique. En Arctique, on va avoir une gestion qui est beaucoup plus internationale, multi-pays, avec des enjeux différents qu'en Antarctique ou dans l'océan austral et les îles subantarctiques, où est-ce qu'on a une présence française. Et donc,
même la gestion pour se rendre et comment on peut travailler dans ces endroits-là n'est pas la même. Et donc, pour l'état des lieux, on n'a pas ciblé sur les questions scientifiques et toute la science qui se fait dans ces endroits-là, parce que ça englobe presque toutes les thématiques dont on a discuté aujourd'hui durant la journée. Donc, c'est des thématiques vastes, mais qui se font dans ces lieux géographiques assez loin et difficiles d'accès. Donc, pour l'état de l'art, comme on le sait, ce sont les écosystèmes qui sont en train de changer. Ça change beaucoup plus rapidement que la moyenne globale, 3 à 4 fois. On peut penser au record de chaud qui a été mesuré à Dôme C cette année, moins 11,5 en été. Ça paraît froid pour ici, mais c'est 40 degrés de plus que la température moyenne. Donc, ça devait être moins 50. Ils ont mesuré du moins 11,5. Donc, on sait que ça s'intensifie avec des conséquences quand même importantes sur l'environnement. On peut penser au réchauffement des masses d'eau qui vont modifier les écosystèmes marins. Il y a aussi les écosystèmes terrestres avec la fonte des glaciers, la fonte du pergélisol, avec des rétroactions au niveau global. Si on pense au cycle des gaz à effet de serre qui s'échappent, par exemple, ou les rétroactions si on considère l'albédo. Et donc, non seulement qu'il y a des changements profonds qui sont en train d'avoir lieu dans ces régions-là, ils sont aussi sensibles au forçage anthropique. Donc, les masses d'air qui vont apporter des nouveaux types de pollution. Il y a aussi des nouveaux types de forçage, comme le tourisme, qui s'accroît de plus en plus dans ces régions-là. Voilà. Et donc, on mesure déjà l'effet de ces impacts. Notamment, par exemple, sur la disponibilité et la structure des ressources et les populations humaines. Et ça va nous amener vers des crises sociales et politiques qui se ressentent déjà. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la gouvernance internationale de ces régions-là est en constante évolution et ça va être un enjeu fondamental pour les années à venir. Donc, pensons par exemple, le retrait des glaciers. Il va y avoir une augmentation de l'activité minière dans les régions polaires arctiques. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est des grandes questions. Donc, nous, on a fait ça par plénière ouverte et on s'est basé sur les contributions pour faire ressortir des grandes questions de travail. Donc, notamment la spécificité de ces écosystèmes. Est-ce qu'on peut aller vers une meilleure intégration des sciences multi-échelles? Quels sont les besoins en termes d'infrastructure? Comme vous pouvez vous imaginer, se rendre dans ces endroits-là, c'est pas facile. On a besoin d'infrastructures et de soutien sur place pour effectuer nos travaux. Et donc, il y a des besoins qui évoluent au fil du temps. Comment est-ce qu'on peut favoriser les interactions chercheurs-société? Donc, ça, c'est des questions qui vont plutôt toucher à la recherche en Arctique, auprès des populations en Sibérie, au Groenland, en Scandinavie, au Canada, bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut favoriser les approches transversales pour inclure les études sur le passé pour mieux comprendre le présent dans un contexte de changement? Et on a aussi eu une grande discussion sur l'éco-responsabilité des chercheurs. Justement, pour faire nos travaux dans ces environnements-là, on doit se déplacer, on va loin, ça demande quand même de l'énergie, on prend l'avion, le bateau. Et donc, quel est notre rôle à l'intérieur de tout ça en tant que chercheurs et chercheurs éco-responsables? Et qu'est-ce qu'on doit faire part à la société et qui nous finance pour faire ces recherches-là? Donc, c'était une grande discussion. Et donc, en termes de verrous, on a fait émerger des manques de connaissances pour intégrer le continuum terre-mer en termes de données et des types de recherches qui se font. Des connaissances de base sur les cycles biologiques et des facteurs qui influencent les espèces marines et aussi terrestres, on peut les inclure. Les nouveaux types de forçage, si on pense, comme je l'ai mentionné, au tourisme, l'activité minière, la pêche, l'aviation. Et il y a eu une grosse discussion sur la conservation biocentrée versus la conservation écocentrée. Et ça, c'était beaucoup via les grands espaces en terre australe et les océans australes.
et comment c'est en train de se mettre en place. Et donc, on a aussi vu que, bon, par exemple, le Groenland, c'est sous-étudié et peu de soutien logistique et infrastructurel français sur place. Oui, il y a des bases qui sont gérées par les Danois, mais pour y avoir accès, c'est pas facile et c'est très cher. Et après, il y a un besoin de rénover et améliorer les moyens matériels en Antarctique. Alors, si on continue dans les verrous, donc le problème de la co-construction, oui, la co-construction des savoirs et celle aussi des sciences participatives, comment faire, comment s'y prendre, puisque c'est quelque chose qui est souvent demandé maintenant dans les appels à projets, hein, cette co-construction. Le problème des archives naturelles est, oui, l'archive naturelle avec un patrimoine archéologique aussi qui est en danger, menacé par l'érosion, le réchauffement global en général. Le problème de l'apportation des archives sédimentaires qui a été évoqué déjà aujourd'hui, avec cette difficulté qui est en cours de résolution, mais de ramener des sédiments du Groenland, du Canada ou d'ailleurs. Et puis accentuer les collaborations entre écologues, anthropologues et archéologues. Enfin, le problème de poursuivre la recherche polaire en minimisant son impact sur l'environnement. Alors, quels moyens, comment s'y prendre? Qu'est-ce qui a été proposé? Maintenir, préserver, soutenir la collecte de séries à long terme, même malgré les contraintes d'ordre économique et géopolitique que cela peut poser, sortir du champ monodisciplinaire, renforcer l'écologie fonctionnelle, avec des approches qui sont parfois un peu trop, qui relèvent un peu trop de la biogéographie ou de la mécanistique, développer l'écologie expérimentale, développer de nouveaux outils d'observation comme la télédétection à des échelles géographiques plus fines. En ce qui concerne les infrastructures, ce besoin effectivement, ou cette demande même plutôt, d'un investissement conjoint INEE, CNRS, IPEF pour l'établissement d'une station de recherche française au Groenland, mieux intégrer la recherche terrestre et marine pour le partage des ressources et favoriser l'interdisciplinarité, labelliser les centres d'observation en écologie, sachant que les moyens actuels de financement financent pas forcément l'acquisition sur le long terme des données, développer les mesures et augmenter aussi les moyens humains, notamment en Antarctique. Pour le problème de la coproduction, a été suggéré, pourquoi pas, des bourses d'études INEE pour les jeunes chercheurs autochtones, et puis d'une manière générale, vraiment la volonté de soutenir la recherche polaire dans un contexte d'enjeux sociétaux qui intègrent aussi le droit international, la sécurité environnementale, la défense et la géopolitique. Donc, pour ce qui concerne les archives sédimentaires difficiles à exporter, il y a tout un protocole à mettre en place, mais ça, c'est quelque chose aussi qui est en cours et qui a avancé d'ailleurs depuis les prospectives de La Rochelle. Intégrer les démarches de rétro-observation dans les approches écologiques et mieux co-construire les projets, notamment avec les populations autochtones. Pour l'éco-responsabilité, il reste à identifier les questions, mieux identifier les questions relatives à la recherche polaire, par exemple dans la lignée de ce qui se fait dans les labos 1.5, améliorer les modalités de recherche, que ce soit les types d'équipements, le partage de ressources, les prélèvements mutualisés, mais également la mise à disposition, le partage des données, et mettre l'accent sur la modélisation, l'observation à distance, les capteurs communicants et la collaboration, même si ce n'est pas totalement neutre non plus, d'un point de vue bilan carbone. Donc les messages clés, au final, je crois que ça a été beaucoup dit aujourd'hui, non? Je tente quand même le besoin d'approche interdisciplinaire, sortir du monodisciplinaire, mais c'est quelque chose qui se fait déjà, mais bon, voilà, qui a besoin apparemment d'être renforcé. Le renforcement du soutien logistique et infrastructurel. Je pense que pour la coproduction de savoir, et c'est un thème qui a aussi été abordé dans les prospectives INSU, qui a fait l'objet d'un petit atelier,
il y a vraiment un besoin je pense, d'une aide avec des protocoles éthiques pour appréhender ces démarches de coproduction des savoirs. Le souci d'une démarche éco-responsable de la part des chercheurs qui travaillent sur les milieux polaires, le développement d'une feuille de route pour la recherche polaire française, et puis remonter l'idée effectivement d'un appel à projet ANR dédié au pôle qui représenterait une initiative très appréciée. J'essaye. Hein. Donc voilà, je vous remercie. Donc, douzaine de contributions écrites, c'était pas énorme, une cinquantaine d'inscrits à l'atelier. Dans les faits, oui, c'était à peu près, on était entre 50 et 60. Et puis, donc, ça représentait une bonne vingtaine de laboratoires en France. Merci à tous. Merci beaucoup. Pas de questions via Internet. Dans la salle, je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Très bien. Vous parlez, et je suis tout à fait d'accord avec vous, d'éco-responsabilité de la recherche. Mais alors après, vous dites qu'il faudrait une station de recherche française au Groenland, alors que les Danois y sont et ils font du très bon boulot. Alors pourquoi il y aurait besoin d'une station française? Il y a plein d'endroits où on peut faire de la recherche plus près de chez nous, et donc d'être vraiment éco-responsable à ce moment-là. C'est-à-dire de laisser les Danois faire la recherche au Groenland et Oui, d'arrêter d'aller au Groenland. On est dans une ère de collaboration, pas de compétition. Alors, il faut en parler aux chercheurs qui travaillent au Groenland. La recherche au Groenland, elle est compliquée alors, je connais peut-être un petit peu mieux le problème. C'est vrai qu'il n'y a pas de base, mais en même temps, souvent, c'est une recherche qui est assez... alors, ça dépend de l'objet de recherche, mais qui est assez mobile et puis qui s'adapte aux conditions du milieu. Par contre, il y a une connaissance chacun connaît un petit bout du Groenland, à qui il faut s'adresser pour aller à tel endroit, etc. Et tout. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui pourraient aussi être mises en commun. Après, les sujets de recherche des Danois ne sont pas forcément totalement identiques à ceux des Français. Puis il y a une vieille tradition, notamment, puisqu'on parle du Groenland, de la recherche française au Groenland. Depuis Paul-Émile Victor et d'autres, qui étaient franc-comtois d'ailleurs. Oui, c'était une question à propos de donc Margaret Attenberg de ASP Museum, à propos des sciences participatives, et quelle est votre perception de l'intérêt des habitants des zones dans lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'ils sont très intéressés? Est-ce qu'ils participent? Est-ce qu'il y a une implication? Est-ce qu'il y a des étudiants qui se forment dans ces domaines? Est-ce qu'il y a des formations locales? Peut-être pas tellement au Groenland, mais... Je pense que la situation est très diversifiée. Il y a des cas où il n'y a pas forcément de participation des populations autochtones, et je connais d'autres cas où la demande part d'une population autochtone qui va dire, ben voilà, mon site archéologique, il est en train de partir à l'eau. On est en bord de plage, le niveau, il y a eu des grosses tempêtes cet hiver, le niveau de l'eau est remonté, tout est en train de partir, et nous, on ne veut pas laisser les ossements, notamment humains, ils doivent être inhumés, on refuse que ça parte à l'eau. Donc des fois, la demande, elle peut venir, et je pense que donc de ces populations, et je pense qu'il y a une démarche en amont des projets à faire avec ces populations, c'est-à-dire pas seulement nous arriver avec nos problématiques, mais qu'elles correspondent à des inquiétudes voilà, qui sont locales. Mais c'est pas toujours évident. Et ça nécessite effectivement, on ne travaille pas avec les populations autochtones de la même manière dans le nord avec les Samis, avec les Inuits du Groenland, avec les Inuits du Canada. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes, l'approche n'est pas du tout la même, il y a des protocoles différents, et c'est pas, faut connaître les anthropologues qui travaillent avec ces populations-là. Quand vous êtes au Groenland, il faut travailler avec des gens qui parlent kalaallisut, c'est-à-dire groenlandais. C'est pas forcément évident. Le Canada, c'est plus facile parce que c'est l'anglais. Et donc l'accès, la discussion avec les populations est plus facile. Donc voilà, il y a une diversité de cas aussi, et c'est pareil avec la Russie. J'ai pas cité la Russie, mais bon, il y a alors le problème de la recherche en Russie n'a pas été soulevé. On a tendu une perche, mais ça n'a pas été particulièrement discuté. Pas de réaction sur Internet? Dans la salle non plus? Bah, écoutez, merci beaucoup.